Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance de questions et réponses. Aujourd'hui, je vais répondre à une question très délicate qui m'a été posée par plusieurs d'entre vous. C'est comment trouver des drogues illégales? Et une fois qu'on l'a trouvé, comment savoir si c'est de la vraie? Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Comment trouver des drogues illégales, comme le LSD et la kétamine? Et dans la seconde partie de cette vidéo, je vais répondre à la deuxième question qui est comment savoir si c'est du vrai LSD? Comment différencier le LSD des autres drogues? Le LSD est-il vraiment acide avec un goût légèrement métallique? Commençons donc par la première question. Comment trouver des drogues illégales comme le LSD et la kétamine? Ouf, c'est une question très délicate. Parce qu'il y a des lois partout sur la planète qui interdisent de penser clairement d'utiliser ces substances qui pourtant sont d'un grand aide pour l'humanité. Il y a donc sur cette planète une élite de gens qui décident pour tout le monde qui peut prendre quoi, quand et comment. Donc c'est pour ça que les drogues les plus dévastatrices comme l'alcool, le tabac, les médicaments sont légaux. Alors que des substances psychédéliques telles que le LSD et la kétamine sont illégales. C'est vraiment ridicule. Tout de même, il faut être très délicat lorsqu'on aborde ce type de questions. Mais c'est une question que je savais qu'elle allait être posée tôt ou tard parce que c'est une question qui m'est revenue très souvent lors de mes groupes de discussion. Et d'ailleurs, j'avais commencé mon groupe de discussion il y a une quinzaine d'années. Ça a duré pendant peut-être 5 ans. En sachant que j'allais pouvoir répondre à cette question. Et je vais développer un peu plus dans cette vidéo. Je commencerai ma réponse par une réflexion de Henry Ford. Quelqu'un avait déjà posé à Henry Ford cette question. Comment, monsieur, avez-vous fait pour être si riche? Et il avait répondu en y pensant toujours. De prime abord, pour trouver n'importe quoi, que ce soit de la drogue, que ce soit des amis, que ce soit un travail, la réponse, elle est dans la question, c'est d'y penser tout le temps, de penser toujours à ce sujet. Et c'est un thème qui a été abordé par exemple, des documentaires comme Le Secret ou La Loi d'attraction. Et ça, c'est très important de comprendre ça pour aller dans des terrains comme ça où on entre dans des sujets qui sont pas faciles à aborder parce qu'il y a des barrières qui ont été mises par les autorités. La personne qui m'a posé cette question semble assez jeune, donc je vais revenir moi-même dans mon passé, quand j'étais jeune moi aussi. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, j'avais une petite amie et elle en parlait beaucoup. Elle me disait qu'elle en avait fait, qu'elle me décrivait les effets et ça l'a attiré mon attention. Mais elle n'arrivait pas à en trouver, elle ne savait pas comment en trouver à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à y penser toujours, comme Henry Ford. Et c'est devenu comme un désir profond et vraiment, je comprends le désir que la personne qui m'a posé cette question peut avoir. C'est un désir profond de vouloir altérer sa conscience pour changer de perspective. Et donc, moi je peux dire que ça m'a pris 2 ans quand j'étais jeune. Et j'étais très attentif, mais j'étais un bédéiste, j'étais pas très sociable, donc j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas beaucoup de contacts, et mes amis prenaient pas de drogue, prenaient même pas d'alcool, on faisait de la bande dessinée, et nous on était plutôt des gens d'intérieur. Et donc, j'arrivais pas à en trouver. Mais un jour, à force d'être attentif, quand j'étais pendant un cours, juste entre 2 cours, j'ai entendu un élève dire à un autre de ses amis qu'il allait faire de l'acide lors du carnaval de Québec. Et là, ça a attiré mon attention, alors je suis allé le voir et je lui ai dit est-ce que je pourrais aller avec vous? Est-ce que je pourrais en avoir? J'étais vraiment un néophyte à ce moment-là, j'en avais jamais fait. Il m'a dit OK, c'était pas vraiment quelqu'un avec qui j'étais
totalement confortable, mais j'ai décidé de le suivre comme un petit chien de poche. Et vraiment, c'est un peu ça que j'étais parce que je connaissais pas ses amis, j'étais pas très sociable. Et donc, ici, au Québec, il y a le Carnaval de Québec, spécifiquement à Québec. Et c'est une soirée où il y a des gens qui font des parties, les gens boivent de l'alcool, ça se rassemble autour du Parlement de Québec. Et j'ai passé une partie de la soirée avec eux. Ils attendaient de recevoir l'acide et ça venait pas. Et finalement, après plusieurs heures d'attente patiente, il y a quelqu'un qui est arrivé de leur groupe avec des petites acides bleues. Et j'en ai pris une, j'en ai acheté une. Et mais c'était pas très fort et j'avais aucune référence. Et ça n'a pas parti tout de suite. C'était tellement faible. Ça l'a pris 2-3 heures avant que je commence à avoir un mini effet et j'étais déjà en route vers chez moi quand ça a commencé à faire un effet qui était simplement des légers changements de couleur, un léger changement dans ma pensée. Mais un jalon avait été posé. Un peu comme mettre un drapeau sur une montagne qui vient d'être conquise. J'avais enfin trouvé. Mais j'ai pas réussi à en retrouver de cet ami parce que j'ai pas suivi le contact. Mais après, c'est venu à moi et puis j'ai rencontré des gens et finalement, j'en prenais jamais des grosses doses parce que j'étais vraiment un néophyte et j'avais pas d'amis non plus qui pouvaient m'aider dans ce sujet-là. Donc, j'ai jamais pensé à faire des grosses doses comme j'ai pu le faire quand j'étais vers 28 jusqu'à 30 ans. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai trouvé pour la première fois du LSD. Puis, j'ai terminé mes études à Québec et j'ai décidé de déménager à Montréal. Et là, j'ai perdu tous mes repères. Donc, au début, je n'ai pas vraiment pris. J'ai fumé un peu de marijuana parce que ça, c'est relativement facile à trouver n'importe où au Québec. Et après ça, ça m'a pris quelques années avant d'en trouver, mais je cherchais pas activement parce que j'avais pas encore ce désir profond qui s'est éveillé à un certain point. Donc, les seules fois que j'en ai trouvé, c'est plutôt la substance qui m'a trouvé. Donc, à ce moment-là, je faisais beaucoup de musique dans les parcs et il pouvait arriver qu'une journée, quelqu'un arrivait avec des champignons et puis, je disais, OK, on va l'essayer. Et c'était comme ça, je cherchais pas à en trouver parce que finalement, je faisais pas confiance aux gens à Montréal et plutôt que de prendre n'importe quoi, je préférais ne prendre rien. Ou acheter une bière, acheter une petite bière puis la boire en jouant de la musique. C'était beaucoup plus safe. Mais il est arrivé un point où j'ai commencé à m'interroger sur la conscience et là j'ai commencé à lire beaucoup sur le sujet et là j'ai trouvé le livre de Carlos Castaneda qui s'appelle La petite fumée et l'herbe du diable. Et là, c'est vraiment un impact parce que lui dans ce livre-là, il parle du cactus San Pedro. Non, il parle surtout du cactus peyote et du champignon magique et de la datura. Et ça m'a enflammé. J'ai compris à ce moment-là vraiment à quel point ça pouvait altérer ma conscience. J'avais pas compris ça, parce que pour moi, ça faisait partie plutôt de la scène des raves, etc. Mais quand j'ai compris que c'est un outil spirituel qui est utilisé depuis très très longtemps par les chamans, alors là, mon attention est devenue très très attentive. Et là, j'ai commencé à chercher comment trouver du peyote. Et là, je me suis rendu compte, bien sûr, que le peyote est illégal ici au Canada. Le peyote est illégal. Le peyote, c'est un cactus. Comment un cactus peut-il être illégal? C'est très ridicule, ces lois qui ont été posées par l'appareil manipulateur plutocratique. Mais, à ce moment-là, j'avais découvert que le San Pedro, qui est un cousin proche du peyote, était légal au Canada. Et j'ai découvert avec grande joie qu'il y avait une petite boutique ici à Montréal qui vendait du San Pedro séché. Cette boutique s'appelle le Psychonaute. Donc psychonaute.ca.
Je ne sais pas s'ils en vendent encore. Il faudrait voir sur le site ou appeler le propriétaire pour voir qu'est-ce que lui a présentement. Mais à l'époque, il avait le San Pedro. Et c'était légal encore au Canada. Où c'était une zone grise et lui se sentait assez confortable pour pouvoir en vendre dans son magasin. Et donc, mes premières expériences se sont faites avec, je voudrais dire mes premières vraies expériences, parce qu'avant ça, c'était des petites expériences. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à utiliser des grosses doses. Et là, le San Pedro est venu vers moi. Ça m'a pris quelques fois avant d'en prendre et que ça fonctionne, mais à un certain point, ça a fonctionné. Et là, j'ai vraiment compris c'était quoi l'expérience psychédélique. Mais bien sûr, j'avais aussi ce désir du LSD, comme beaucoup d'entre vous. Plus c'est illégal, plus on a le goût de l'essayer. Et c'est ça le paradoxe. Hein? C'est dis non à un enfant et c'est sûr qu'il va vouloir le faire. Et là, j'ai commencé à lire sur le sujet et j'ai lu extensivement. Et justement, ça m'amène à un point très important. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'étudier la question et d'y penser toujours, en devenant un expert sur le sujet, un spécialiste. Au moment où j'ai enfin trouvé du vrai LSD, et je devais avoir 27 ans, mais j'étais devenu pratiquement un spécialiste. J'avais lu extensivement sur le sujet, et spécialement des auteurs qui m'avaient touché comme Timothy Leary, John Lilly, Robert Anton Wilson. J'avais déjà lu l'encyclopédie psychédélique, des livres vraiment importants sur le sujet. Et ça m'avait donné le goût et en même temps, ça m'avait donné un code de référence. Il y a quelque chose que j'ai compris à un certain point, c'est que parfois on cherche trop et on dépense beaucoup d'énergie à trouver quelque chose et on n'est pas prêt. Et je me rappelle toujours cette formule, quand l'élève est prêt, le maître le trouve. Et ça, c'est très important. C'est important dans la spiritualité. Lorsque tu es prêt en tant qu'élève, ben ton professeur va te trouver. C'est pas toi qui vas trouver ton professeur. C'est lui qui va venir te chercher lorsque tu vas être prêt. Si tu trouves un professeur, ça risque pas d'être le bon professeur et ça risque d'être un mini-professeur ou un petit maître qui ne sera pas capable de t'amener jusqu'à la complétion de ta connaissance. Il en est de même des psychédéliques, parce que ça travaille dans l'invisible. Moi, j'ai compris ça à un certain point que si tu veux quelque chose ou si tu veux des psychédéliques, ben pense-y toujours. Et j'ai arrêté de chercher. Moi, je cherche plus. Et les fois que j'ai trouvé les meilleures substances, c'est elles qui m'ont trouvé. C'est un ami qui va venir chez moi, il me dit « Ah, j'en ai avec moi, tiens, je t'en donne une dose. » Et ça fait mon bonheur et c'est bon. Et toutes les substances sont comme ça parce que moi, je me suis rendu compte que dans l'invisible, il y a des gens qui nous aident aussi à ne pas faire des erreurs majeures en prenant n'importe quoi. À moins que ce soit notre antélégie, ce que je me suis donné à être. Si mon antélégie est d'être un maître dans le sujet et de le faire avec sagesse, eh bien ça va se faire comme ça. Alors que si je suis un junkie, si je suis un malade des drogues et je vais prendre n'importe quoi, eh bien sûr n'importe quoi va m'être amené sans discrimination et je ne serai même pas capable de faire la discrimination. Donc si je suis cette ligne de pensée, à ce moment-là, ayant découvert le psychonaute, je me suis rendu compte que j'allais pouvoir répondre à cette question, comment trouver des psychédéliques, parce que j'en avais trouvé légalement. Et d'une part, je peux répondre à ta question, commence donc par ce qui est légal. Commence par trouver des choses qui sont légales. Et ça va t'amener tranquillement vers d'autres choses qui vont te trouver. Et donc, tu dois mettre tout toutes les chances de ton côté. Donc moi, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser plus en profondeur et à vouloir essayer le LSD en particulier, bien, je me suis rendu compte que je devais aller plus loin. Donc j'ai commencé un groupe de discussion sur le sujet. Pendant 5 ans, ici à Montréal, à tous les semaines, j'avais un groupe de discussion à propos des drogues psychédéliques. Et donc, je me suis positionné en plein centre du cyclone
Et j'ai rencontré des gens. À chaque semaine, je rencontrais entre 5 et 10 personnes qui étaient intéressées par le sujet. Et j'ai rencontré des jeunes ravers, des jeunes qui vont dans les raves, des gens dans la vingtaine, des vieux chamans. J'ai tout rencontré, tous les styles. Même une vétérinaire qui avait essayé la kétamine dans les années 80 parce qu'elle s'était rendu compte que dans son frigidaire, il y avait plein de kétamine. Et c'était très riche. Et c'est ainsi que moi, j'ai laissé toutes les substances que je voulais essayer me trouver. Sans vraiment les chercher, mais en y pensant toujours. Donc, ma suggestion, c'est premièrement d'y penser toujours, de lire sur le sujet, d'être attentif autour de toi. S'il y a des gens, tu vois qu'ils en ont, ben pose-leur des questions. Essaye de voir si c'est des gens de confiance, parce que c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui prennent n'importe quoi et tu peux pas leur faire confiance. Alors que tu vas trouver des spécialistes, tu vas trouver des gens qui vont dire, qui vont te démontrer, qui ont beaucoup étudié le sujet et qui pourront te dire j'ai un ami ou peut-être à tel endroit, tout en sachant que c'est illégal. Mais tu sais, les taxes sont illégales et on doit les payer quand même. Et alors, c'est pas parce que c'est illégal que ce n'est pas bon pour nous. C'est simplement illégal parce que c'est bon pour certaines personnes dans la société qui font beaucoup d'argent avec les drogues qui nous détruisent et qui nous font du mal. Voilà, c'est donc évident que je peux pas dire exactement comment tu peux aller trouver du LSD dans ton pays. Tu es peut-être en France, je sais pas, en Afrique. Et donc, c'est toujours différent. Ici, même moi-même, présentement, je ne saurais pas en trouver. Parce que je ne sais même pas, ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Et donc, j'ai pas de contact. Et les seules fois que c'est venu à moi, c'est venu comme ça, parce que c'était le bon moment et ça m'a trouvé. Et même une fois, j'ai eu une confirmation dans un rêve. J'ai fait un rêve avec Timothy Leary. Et il me disait, c'était le temps pour toi. C'est pour ça que le LSD t'a trouvé à ce moment-là. Parce que tu étais prêt, tu étais mûr pour tenter l'expérience et le faire avec sagesse aussi. La question suivante est comment savoir si c'est du vrai LSD? Comment différencier le LSD des autres drogues? Le LSD est-il vraiment acide avec un goût légèrement métallique? Cette question est très intéressante et me démontre que tu n'es pas encore prêt pour faire des hautes doses de LSD. Parce que, vraiment, tu devrais être capable d'y répondre toi-même à cette question avant même de prendre des hautes doses. Et je sais de quoi tu parles parce que j'ai eu ce questionnement pendant très très longtemps. Mais j'ai décidé d'étudier à un certain point. Et pour moi, la référence à propos du LSD, ça demeure Timothy Leary. Il en a parlé extensivement. Il donne beaucoup de détails dans tous ses livres. Il y a beaucoup de livres, surtout les livres quand il était plus jeune. Je comprends ta question à propos du goût parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir en ma possession un carton de LSD qui goûtait acide, mais ça, j'étais très jeune, j'avais peut-être 18 ans. Et je trouvais ça bizarre, parce que de ce que j'avais lu, c'est que le LSD, ça sent rien et ça goûte rien. Ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. Donc c'est fort probable que ce n'est pas du vrai LSD. Et même si tu veux remonter à la source pour vraiment comprendre le LSD, bien l'œuvre de Albert Hofmann est très importante. Albert Hofmann a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et même Stanislav Grof, très important aussi Stanislav Grof, à propos des effets sur la conscience. Parce que Stanislav Grof, il a été à même de faire des expérimentations avec les psychédéliques sur des patients, alors même que le LSD était encore légal, donc dans les années fin des années 40, des années 50, début des années 60. Et il a eu la chance d'en donner à plus de 2000 personnes. Il a pu tracer une carte très, très claire. Donc, ma suggestion de prime abord, c'est de lire ces auteurs. Timothy Leary, John Lilly, Stanislav Grof, Albert Hofmann, Robert Anton Wilson. Et
tout autre que tu crois qui vont vraiment aborder le sujet. Deviens un expert pour être capable de répondre toi-même à cette question avant même de prendre de telles substances. Surtout si tu la trouves de quelqu'un qui est questionnable, que tu ne peux pas vraiment faire confiance. Et en vérité, si tu ne peux pas faire confiance en la personne qui te le vend, si elle ne l'a pas essayé elle-même, ben t'es mieux de ne pas en acheter parce que ça risque d'être une arnaque. Je peux te donner 2 trucs de base pour comment faire la différence. Le premier est simple. Deviens un spécialiste. Étudie la question à fond. Il ne devrait avoir aucune question dans ta conscience et dans ta pensée à ce propos avant de faire des expérimentations à haute dose. Sinon, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas rendu là et c'est fort probable que tu ne vas pas trouver du vrai LSD parce que lui ne voudra pas te trouver. Le LSD, comme toutes les autres psychédéliques, ont une conscience, ont une personnalité énergétique et ils ont une volonté propre. Et ça, tu vas t'en rendre compte à mesure que tu vas faire des expérimentations. Il y a une personnalité dans les psychédéliques. Peut-être un peu moins dans le LSD, j'ai moins trouvé ça, mais avec des champignons ou des plantes, il y a comme une personnalité. D'ailleurs, dans la culture latino-américaine, il parle de mescalitos. Mescalitos, c'est l'esprit lié au peyote et au San Pedro, qui contiennent la mescaline. Mon deuxième truc, c'est de trouver des gens de confiance qui peuvent te conseiller, des gens autour de toi, des gens physiques. Parce que des gens que tu peux rencontrer en ligne, c'est pas toujours des gens qui vont vouloir ton bien-être. Ils peuvent répondre sans vraiment réfléchir à la question. Alors que si c'est quelqu'un qui est proche de toi, il pourra peut-être répondre avec plus d'amour, plus d'empathie. Dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est que par mon groupe de discussion, j'étais en contact avec des gens d'un certain âge qui avaient essayé le LSD dans les années 60. Parce qu'à cette époque-là, c'était légal. Et même au début des années 70, à Montréal, c'était illégal, mais tout le monde en prenait parce que c'était la mode. Et c'était du vrai LSD 25 à cette époque. Et donc, j'ai eu la chance, moi, de rencontrer des gens qui en ont pris à cette époque-là et que j'ai pu corroborer avec eux. J'en ai fait avec eux et ils m'ont dit oui, c'est exactement ça que j'avais pris à l'époque. Parce qu'eux-mêmes, ils n'en ont pas trouvé depuis, parce que c'est devenu très difficile, c'est devenu presque impossible de trouver du vrai LSD. À moins d'être dans un contexte clinique, parce que depuis les années 90, surtout aux États-Unis, il y a un regain des expérimentations qui sont faites avec le LSD. Et ça, c'est très prometteur. Donc, mon premier truc va te permettre, d'une part, quand tu vas en faire, quand tu vas en trouver, ou quand la substance va te trouver, de déterminer si c'est du vrai ou non. Et je me rappelle, moi j'avais, je pense, je devais avoir 27 ans ou 28 ans, quand le vrai LSD m'a trouvé. Et c'était lors d'un groupe de discussion, quelqu'un est venu et il m'a dit « Gars, j'en ai, est-ce que t'en veux? » Il me l'a donné par reconnaissance pour la discussion qu'on avait eue. Et je lui faisais confiance parce que je voyais que c'était une personne de confiance. Et là, je suis allé sur le Mont-Royal, ici à Montréal. Et là, j'en ai fait. Et là, je savais que c'était du vrai parce que ce que je voyais, ce que je sentais corroborait avec ce que j'avais étudié. Et tu vois que c'est là que c'est important. La connaissance intellectuelle, la compréhension du sujet fait en sorte que lorsque tu es dans l'expérience, tu vas savoir que c'est ça, c'est la bonne substance, c'est vrai. Et au contraire, tu vas savoir que peut-être tu n'as pas pris la bonne chose parce que ça ne corrobore pas avec ton expérience. Donc, ça goûte rien, ça sent rien, le LSD. Donc, il n'est pas supposé d'avoir de saveur dans ce que tu vas prendre. Et puis, par la suite, il y a certains jalons, comme les expériences visuelles, qu'est-ce qui se produit, comment ça se produit, le temps que ça prend pour que l'expérience commence. Et donc, si ça corrobore, et là, tu peux te laisser être dans l'expérience avec toute confiance. Et puis, ma deuxième suggestion, c'est de trouver des gens de confiance qui vont
t'aider. Et ça va être certainement des gens plus vieux. Donc, il y a peut-être dans ta famille, et je trouve que un membre de ta famille, c'est toujours mieux que n'importe qui d'autre. C'est quelqu'un de proche de toi, qui t'aime, et donc quelqu'un d'un certain âge qui était là dans les années 60 et qui a eu la chance d'avoir du vrai LSD alors que c'était facile d'en trouver. Et ça, ben, ça va permettre justement de répondre à ta question numéro 2 sans contredit. Merci pour cette question. Même si c'est très délicat, je pense que c'est important de répondre à ce type de questions parce que c'est un danger qui est toujours là pour les gens qui travaillent avec les psychédéliques, le danger de ne pas avoir d'informations. Aujourd'hui, on est chanceux, grâce à l'Internet, on a accès à beaucoup d'informations, mais n'oubliez pas qu'il y a toute une génération qui a été dans le noir, parce que dans les années 60, vers 64, le LSD est devenu illégal, et là, toutes les études à ce sujet, qui étaient très valables, ont arrêté, et ceux qui voulaient publier sur le sujet n'ont pas pu, sauf quelques exceptions. Donc, toute une génération ceux de mon âge et même un peu plus vieux ont été dans le noir. Et moi, j'ai été très chanceux que quand j'ai commencé mes expérimentations, ben, il y avait l'Internet, donc il y avait des groupes de discussion sur le sujet sur l'Internet, il y avait des bases de données, des choses comme ça. Parce que dans les bibliothèques, il n'y a presque rien d'intéressant sur le sujet, franchement. Si je vais à la bibliothèque municipale ici, je vais presque rien trouver. Par contre, ce que j'ai trouvé en ligne et les types de livres que je trouvais, bien là, je les demandais spécifiquement à la bibliothèque. Parce que dans la majorité des bibliothèques, on peut avoir le prêt entre bibliothèques. Et donc, pour avoir cette information, je demandais à la bibliothèque de me faire venir n'importe quel livre. Et là, c'est incroyable, j'ai eu accès à des livres très, très rares de Timothy Leary. Surtout Timothy Leary, mais aussi d'autres qui sont très difficiles à trouver, même qui sont presque impossibles à trouver sur le marché pour acheter. N'hésitez pas à me poser des questions. Si je peux y répondre intelligemment et avec profondeur, ça va me faire plaisir de partager mon expérience avec vous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à me donner un pouce ou à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.